Chine centrale, 1250 avant notre ère. La dynastie Shang est à son apogée. Le roi au pouvoir est le charismatique Wu Ding. À ses côtés, la reine guerrière Fu Hao, général en chef des armées, réputée invincible au combat. Pendant des années, l'archéologie n'a pu qu'avancer des hypothèses au sujet de cette mystérieuse dynastie et de ses origines. Aujourd'hui, 3000 ans plus tard, la science révèle une civilisation très avancée. On se demande ce qu'il faisait avec le bras droit. Et dévoile les réalisations de l'une des premières dynasties chinoises. Anyang, en Chine, à 500 km au sud de Pékin. Depuis 1928, les spécialistes de l'Antiquité se passionnent pour cette ville modeste, berceau de l'archéologie chinoise. La fouille la plus longue jamais réalisée en Chine s'y déroule. 2009. Des archéologues du monde entier convergent vers Anyang. Leur mission ? Lever le mystère qui plane sur la dynastie Shang. L'histoire de la Chine regorge de récits pittoresques à leur sujet. Mais où est la frontière entre mythe et réalité ? Pour le savoir, les archéologues doivent remonter à 1976. Cette année-là, un paysan a découvert un tombeau dans son champ. Comme celui de Toutankhamon en Égypte, il renferme des trésors dignes d'un monarque. 15 000 tombeaux ont été mis au jour à Anyang, mais celui-ci est unique. C'est la seule sépulture royale de l'époque des Shang qui n'a pas été pillée. Ils ont sans doute compris, à mesure qu'ils fouillaient ce tombeau, qu'ils avaient découvert la plus grande tombe non pillée de la dynastie Shang. C'est un peu l'équivalent de la tombe de Toutankhamon pour la Chine. La tombe a été creusée 75 ans après celle de Toutankhamon et 1000 ans avant l'avènement du premier empereur chinois. Elle contient une multitude de trésors. Des animaux et des figurines de jade finement sculptés. Des objets en os et en ivoire minutieusement façonnés. Des milliers de kauris. Une centaine de haches, d'armes, de lances et de poignards aux lames tranchantes, ainsi qu'une collection impressionnante de vases en bronze très élaborés. Il s'agit à l'évidence de la tombe d'un important chef militaire ou d'un prince richissime. Mais lorsque les archéologues déchiffrent le nom gravé sur certains bronzes, une surprise les attend. Ce tombeau est celui d'une femme, la légendaire Fu Hao. Elle aurait été l'une des 3 épouses principales du roi Wu Ding, qui en aurait compté jusqu'à 60. Fu Hao surpassait de loin les autres épouses de Wu Ding. On pourrait sans doute dire qu'elle était la favorite. Les Shang étaient perçus comme d'invincibles guerriers, ce que le contenu du tombeau de Fu Hao semble confirmer. Il y a une centaine d'armes différentes. Celle-ci est intéressante. C'est une sorte de mélange entre une hache d'armes et cette arme-là, plus pointue. On pouvait la brandir comme ça, ou bien d'une seule main, comme ceci, en tenant peut-être un bouclier dans l'autre. Donc, avec cette arme, on pouvait planter la lame dans le corps de l'ennemi, ou bien lui couper la tête.
De nombreux objets indiquent que Fu Hao participait à des campagnes militaires. Ils témoignent de ses prouesses guerrières. Et la découverte d'une hache Yue en bronze laisse penser qu'elle était une femme de haut rang. Cette hache retrouvée dans le tombeau de Fu Hao est très célèbre. La lame mesure environ 30 cm de large. Je crois que c'est la plus grande hache Yue qu'on ait retrouvée à ce jour. Elle symbolise le prestige, et même sans doute le prestige militaire. Selon la légende, Fu Hao aurait été un grand chef militaire. Elle dirigeait les meilleurs généraux de Wuding. Elle aurait aussi levé une armée de 13 000 hommes pour combattre les Qiang, peuple ennemi des Shang. Tout semble indiquer que Fu Hao était bien une guerrière. Mais Campbell veut en savoir plus sur la carrière militaire de la souveraine. Un vestige rarissime de cette période historique lui sera d'une aide précieuse. Ce sont des os oraculaires. Ils servaient à lire les oracles. La civilisation Shang était l'une des premières à posséder l'écriture. Les questions posées par les rois à leurs ancêtres défunts étaient gravées sur des omoplates d'animaux ou des carapaces de tortues. Les Shang croyaient que leurs ancêtres pouvaient influencer tous les aspects de leur vie, notamment militaires. Les os oraculaires qui retracent les événements importants de la vie des rois Shang constituent les premières archives de l'histoire chinoise. Ces petits caractères sont aussi les prémices de l'écriture chinoise moderne. Ce système d'écriture est le plus ancien encore utilisé aujourd'hui. Sur les 200 000 os oraculaires retrouvés dans des fosses de stockage d'Anyang, environ 330 divinations concernent Fu Hao. Elle donne des informations sur ses campagnes militaires, sa santé et même sa grossesse. C'est vraiment un privilège de pouvoir observer les os originaux. D'habitude, les spécialistes travaillent à partir de prélèvements. C'est un peu difficile à déchiffrer. Oui, on voit bien Fu Hao. Le texte est minuscule et les spécialistes n'ont pas encore réussi à interpréter tous les caractères. Campbell parvient tout de même à en déchiffrer grossièrement le sens. Si on reconstitue l'ensemble, on comprend que le roi veut faire entrer Fu Hao dans un endroit particulier. Il veut rassembler des troupes pour lancer un assaut et emmener Fu Hao faire quelque chose qui n'est pas très clair. En gros, le roi cherche à savoir, à travers cette divination, s'il doit poursuivre ou non son plan militaire. Les os oraculaires témoignent de guerres presque constantes sous le règne de Wuding. Le souverain était d'ailleurs surnommé Ding le guerrier. Wuding et sa bien-aimée Fu Hao étaient à la tête d'une société fondée sur le combat. Une découverte macabre dans le tombeau de Fu Hao nous renseigne sur leurs pratiques. Fu Hao partageait sa tombe avec 16 autres personnes, sacrifiées lors de son enterrement. Pour Rowan Flad, archéologue de l'université de Harvard, le contenu du tombeau de Fu Hao confirme l'engouement des Shang pour le sacrifice humain. Voici le plan de la tombe de Fu Hao. Il y avait une personne dans cette fosse, située sous le corps de la reine. Et puis, il y avait 8 autres individus à l'extérieur du cercueil, mais à l'intérieur de la chambre funéraire. Ensuite, il y en avait 3 autres dans des niches taillées dans les fosses latérales. Au-dessus de la chambre funéraire, entre les 2 niches, se trouvaient 4 autres individus. Il y en avait un ici, dont il n'y avait en fait que la tête. Je ne pense pas qu'il souriait en fait. Il y avait une autre personne ici qui avait été coupée en 2. Parmi ces 16 personnes se trouvaient 2 femmes et 2 enfants. Il est vraisemblable que ces enfants aient été enterrés à l'intérieur de la chambre funéraire, plus près de Fu Hao. D'ailleurs, il s'agissait peut-être de proches, voire même de ses propres enfants. Selon les archéologues,
les Shang sacrifiaient deux catégories de personnes. Dans le cas de Fu Hao, il y avait d'une part des membres du personnel de la maison royale, dont ses propres domestiques, qui étaient enterrés près de son cercueil. Et de l'autre, des personnes faisant l'objet d'un sacrifice rituel. Selon certains experts, il s'agissait de prisonniers de guerre issus d'autres royaumes. Parfois, ces individus se faisaient décapiter. On a retrouvé des fosses comportant seulement des têtes et d'autres avec des corps sans tête. Les sacrifices d'êtres humains et d'animaux étaient très nombreux à Anyang. Au total, on compte des milliers de sacrifices humains de toutes sortes. Sans aucun doute, les Shang ont eu recours au sacrifice humain. Leur passion pour la guerre devait leur fournir régulièrement des victimes à sacrifier. Mais les trésors retrouvés dans la tombe de la souveraine révèlent un aspect ignoré de cette dynastie. Fu Hao a été inhumé au milieu d'un éventail impressionnant de trésors, dont les plus remarquables sont les bronzes. Près de 500 ont été exhumés de la tombe pour un poids de 1000. Ces objets ont été enterrés avec les défunts, c'est-à-dire qu'on les a retirés de la circulation. Leurs propriétaires voulaient donc pouvoir continuer à en profiter dans l'au-delà. Ce sont clairement des produits qui avaient une très grande valeur aux yeux de l'élite des Shang. Les Shang possédaient des techniques très avancées pour travailler le bronze. Pendant leur règne, la production de bronze en Chine a atteint un record. Les bronzes symbolisaient le statut de leurs propriétaires, qui comptaient autant dans la vie que dans la mort. Fu Hao et Wu Ding les utilisaient lors de cérémonies. Ils faisaient des offrandes de nourriture et de vin à leurs ancêtres défunts, croyant qu'ils avaient besoin d'être nourris par les vivants. D'autres civilisations travaillaient l'or, dont ils garnissaient abondamment les tombeaux royaux. La Chine en possédait aussi, mais aucune trace d'or n'a été retrouvée dans le tombeau de Fu Hao. Il est intéressant de se demander pourquoi on ne trouve pas plus d'or quand on est en présence d'une société aussi riche, puissante et évoluée. Nos civilisations aiment l'or. C'est un métal rare qui brille et ne se ternit pas. Mais les Shang n'avaient pas forcément la même image de l'or que nous. L'élite des Shang préférait le bronze à tout autre métal. La taille des objets intrigue les archéologues. Mesurant 1,50 m de hauteur et pesant plus de 800 kg, ce bronze de la période Shang a des dimensions et un poids comparables à celles d'une voiture moyenne. C'est le plus gros bronze antique jamais retrouvé. Fu Hao a été enterré avec près de 500 bronzes, dont un tiers étaient des vases rituels à vin. Les archéologues ont voulu comprendre comment ces objets avaient été fabriqués. Ils ont fouillé plusieurs sites de fonderies de bronze à Anyang. Une récente découverte a permis de mettre au jour 90 000 fragments de moules d'argile, révélant le procédé complexe utilisé par les Shang pour fabriquer ces vases élaborés. On fabrique d'abord un modèle grandeur nature en argile, orné de décorations simples. On applique une couche d'argile pour fabriquer un moule externe et on ajoute des détails raffinés, souvent des motifs ou des dessins d'animaux. Les Shang employaient la technique sophistiquée de fonte dans des moules segmentés. Il s'agissait de découper le moule en segments et de le réassembler avec un noyau intérieur, avant de verser le bronze en fusion. Ils ont aussi amélioré les caractéristiques du bronze lui-même. Plusieurs centaines d'années d'expérimentation
ont permis aux Shang de perfectionner leur technique. Grâce à un savant mélange de cuivre, d'étain et de minerai de plomb, ils ont pu produire des bronzes de grande qualité. L'étain et le plomb sont tous les deux des métaux à bas point de fusion. Un génie de l'Antiquité a découvert qu'en les mélangeant à du cuivre, on pouvait obtenir un alliage au point de fusion encore plus bas, plus facile à travailler. Les experts considèrent les Shang comme les plus grands producteurs de bronze de l'histoire. Des analyses de résidus pratiquées sur certains vases révèlent que les Shang les auraient utilisés pour boire de l'alcool de riz. Mais les métaux ont pu altérer la boisson de Fu Hao. Une équipe de toxicologues de l'hôpital pour enfants de Boston mène l'enquête. D'habitude, les chercheurs Mark Kellogg et Terence Lowe travaillent sur des échantillons de sang ou d'urine. Aujourd'hui, ils analysent de l'eau et du vin contenus dans 3 vases en bronze contemporain, faits de cuivre, d'étain et de plomb. Le premier contient de l'eau, le second du vin blanc et le troisième de l'alcool de riz chinois. C'est intéressant de voir que le plomb reste à la surface de l'eau. Il ne se dissout donc pas dans l'eau comme il le fait dans l'alcool. Les chercheurs ont recours à la spectrométrie d'absorption atomique pour déterminer la quantité de métal qui passe dans les liquides. Ils s'intéressent en particulier au cas du plomb. La toxicité du métal est telle que sa présence dans l'environnement est aujourd'hui surveillée de près. Les premiers résultats sont inquiétants. La forte acidité de l'alcool de riz cause des ravages. Au bout d'1 minute, la teneur en plomb du liquide a déjà atteint 2500 microgrammes par litre. Ce pic qu'on a ici montre une forte absorption et une teneur en plomb très élevée, toxique pour l'homme. Au bout de 4 jours, la teneur en plomb de l'alcool de riz s'élève à 80 000 microgrammes, soit plus de 1000 fois la quantité quotidienne à ne pas dépasser. Les Shang consommaient donc un breuvage très toxique. C'est difficile d'imaginer que les Shang buvaient des boissons qui contenaient autant de plomb. Nous, on manipule ce métal avec des gants, on a peur d'y toucher. Et ensuite, on jettera le plomb utilisé selon un procédé bien particulier. Et les Shang n'étaient pas des buveurs occasionnels. Le grand nombre d'articles de bronze retrouvés à Anyang montre que boire était une activité essentielle dans le quotidien des Shang et explique sans doute pourquoi les dynasties suivantes les ont dépeints comme étant de gros buveurs. Le docteur Alan Wolf, médecin toxicologue, examine les résultats. 2590 microgrammes de plomb par litre en 1 minute à peine. C'est ahurissant. C'est incroyable. L'intoxication au plomb pourrait expliquer le nombre de morts prématurées chez les Shang. Une analyse de squelette a montré que les hommes vivaient en moyenne 35 ans et les femmes 30. Boire chaque jour entre 500 ml et 1 litre de vin contaminé au plomb pouvait causer la mort en l'espace de quelques semaines. Dans tous les cas, les Shang devaient souffrir des symptômes graves que provoque l'intoxication chronique au plomb. Le plomb est une neurotoxine capable d'altérer la personnalité et le comportement chez l'homme. À forte dose, il attaque le système nerveux central et peut provoquer des crises ou même un coma. La cause de la mort de Fu Hao n'a pu être déterminée, son squelette s'étant désagrégé. Mais on peut se demander si elle n'a pas succombé à une intoxication au plomb. Nous ne disposons pas des restes de Fu Hao et ne pouvons qu'imaginer à quoi sa vie ressemblait. Mais on a trouvé beaucoup de vases rituels et de coupes en bronze dans son tombeau. Et si Fu Hao buvait de l'alcool de riz contaminé,
Elle a dû souffrir des symptômes d'une intoxication chronique au plomb qui a peut-être même écourté sa vie. La passion des Shang pour le bronze leur a peut-être été fatale. En examinant les 1900 trésors du tombeau de Fu Hao, les archéologues sont parvenus à esquisser la personnalité de cette extraordinaire reine guerrière de l'Antiquité. Une femme qui aimait les belles choses et qui était aimée de son époux, le roi Wuding. Une femme richissime que le roi estimait au point de la faire participer aux cérémonies rituelles et de lui confier la direction des troupes armées. Anyang, la capitale des Shang, est située dans la vallée du fleuve Jaune, à plus de 450 km au sud de Pékin. Lorsque Wuding a enterré Fu Hao, son royaume avait une surface comparable à l'Italie d'aujourd'hui. En étudiant le contenu du tombeau de la reine, les archéologues se sont aperçus que les relations des Shang dépassaient largement les frontières du royaume. Le commerce était florissant. Certains historiens ont rapporté qu'il s'est développé au point d'élever le royaume à un niveau de prospérité jamais atteint. Aujourd'hui, les découvertes archéologiques confortent cette hypothèse. Li Yongti, spécialiste de la dynastie Shang, s'intéresse à la provenance des trésors de Fu Hao, à commencer par les minerais des métaux utilisés dans la fabrication du bronze. Si le plomb pouvait provenir d'une mine locale, les Shang avaient dû aller plus loin pour se fournir en cuivre et en étain. Il descendait sans doute jusqu'au fleuve Yangtze-Kiang au niveau de son cours moyen et inférieur pour prendre le cuivre de la région. On sait aujourd'hui qu'il y avait de très grandes mines d'étain dans la province du Hunan et la région du Guangxu. Li Yongti se penche ensuite sur les poignards de bronze ornés de têtes d'animaux, des objets assez rares. Ils viennent clairement du nord, et peut-être même de la région sibérienne. La présence de ces armes indiquerait donc que Fu Hao ou ses ancêtres seraient originaires des steppes de Mongolie, au nord. Un indice fascinant vient appuyer cette thèse. Les archéologues découvrent une minuscule tête d'argile, l'un des rares témoignages de l'aspect physique des Shang. Un front haut, des yeux ronds, des pommettes hautes, sont les traits typiques des peuples mongols. Mais la tombe de Fu Hao contient d'autres trésors venant de plus loin encore. Ces 4 miroirs de bronze pourraient provenir d'Asie centrale, à plus de 1500 km de là. Et puis, il y a les 750 magnifiques jades. Nous savons que le Xinjiang est particulièrement riche en jade. Mais le Xinjiang se trouve à près de 2000 km du tombeau de Fu Hao. La sépulture de la reine est donc remplie de trésors exotiques issus de lointaines contrées. Plus de 1000 ans avant que ne soit empruntée la route de la soie, les activités commerciales des Shang s'étendaient déjà jusqu'aux steppes de l'Eurasie. Mais les objets les plus insolites trouvés dans le tombeau sont sans doute les 7000 kauris. Ils ont été disposés dans le cercueil avec les jades, ce qui montre la grande valeur qu'on leur attribuait. Les coquillages auraient pu provenir de la côte la plus proche, à plus de 500 km à l'est, mais aussi d'océans situés à plus de 5000 km du site. On les trouve en grand nombre le long des côtes chinoises, jusqu'en Asie du Sud-Est, dans l'océan Indien, et même en Afrique. Les kauris ont pu arriver jusqu'à Anyang en suivant une route commerciale partant de l'océan Indien et traversant le sud-ouest de la Chine jusqu'à la capitale des Shang au nord. Li Yongti en conclut que la ville de Wuding était une cité extraordinaire pour l'époque. On oublie trop souvent que, bien que l'époque remonte à près de 3000 ans,
Anyang était une métropole de l'âge du bronze qui utilisait des ressources venant des quatre coins de la Chine. Et même au-delà. Plus de 1000 ans avant l'établissement de l'Empire romain, le royaume de Wuding entretenait des relations commerciales avec des populations vivant à des milliers de kilomètres par-delà les plus hauts massifs montagneux et l'un des déserts les plus inhospitaliers de la planète. Une découverte inattendue a révélé que les Shang avaient d'autres raisons de voyager hors de leurs frontières. Les vestiges d'une petite ville ont été mis au jour à proximité d'anciennes mines de cuivre à plus de 600 km au sud d'Anyang. Or, on y a retrouvé toutes les caractéristiques de la culture Shang. On se demande évidemment pour quelles raisons les Shang se seraient installés si loin au sud. En fait, ils ont établi une sorte d'avant-poste militaire pour contrôler à la fois l'accès aux minerais de cuivre de la région et les routes permettant d'acheminer les lingots de métal vers le nord. Pour l'archéologue Robert Murauchik, ces avant-postes impériaux garantissaient à Wuding l'approvisionnement du royaume en minerais de métaux. Le mouvement des matériaux de la mine au vase de bronze ressemble à une danse industrielle très élaborée, dans laquelle chaque aspect doit être organisé et contrôlé pour aboutir au magnifique vase rituel très sophistiqué dont les Shang avaient besoin pour leur cérémonie. Selon Murauchik, Wuding faisait bien plus que commercer avec des royaumes lointains, cherchait à bâtir un empire. Les populations locales de ces avant-postes entretenaient sans doute des relations commerciales cordiales avec les Shang, et elles devaient en tirer un bénéfice quelconque. On peut penser qu'elles produisaient le métal et le vendaient aux Shang qui le rapportaient ensuite chez eux, dans le nord. 1000 ans avant l'avènement du premier empereur de Chine, Wuding et Fuhao exerçaient une influence bien au-delà d'Anyang, leur capitale. Mai 2009, sur un chantier à Anyang. Des maçons tombent sur un cimetière Shang jusque-là inconnu. Cette tombe récemment mise au jour est la plus grande découverte sur le site. Tang Jigen, directeur de la station archéologique d'Anyang, est venu examiner les lieux. On estime que plus de 90% des tombes ont été pillées dans le passé. Il est donc extrêmement rare de découvrir une tombe comme celle-ci. C'est passionnant pour nous. On va apprendre beaucoup de choses. Dès le départ, des indices montrent que cette tombe est celle d'un personnage de haut rang. Le défunt devait être une personne très haut placée. La tombe est dotée d'une rampe d'accès, ce qui est assez exceptionnel. C'est une configuration qu'on ne trouve que pour des personnes de statut social élevé. Les trésors trouvés dans la tombe semblent confirmer cette idée. Il y a un autre indice de taille. Le défunt a reçu en offrande de nombreux bronzes, des poteries et même des jades. D'autres trésors découverts dans le tombeau confirment que Fuhao vivait à une époque innovante, où les échanges commerciaux se pratiquaient au-delà des frontières chinoises. C'est ce que révélera cet étrange objet, caché au milieu des armes. Il est possible que ces deux objets viennent du nord ou du nord-ouest. On pense sérieusement qu'ils devaient servir à conduire des chars. Des chars. En fouillant les environs d'Anyang, les archéologues ont exhumé un grand nombre de ces merveilles. Des tombes à chars, datant de plus de 3000 ans, ont été mises au jour, chevaux et conducteurs compris. La structure de bois s'est désintégrée depuis longtemps. Mais il reste un bel aperçu du véhicule, magnifiquement conservé dans la terre.
De nombreux chars ont été retrouvés partout dans le monde, mais ceux-ci seraient les premiers découverts en Chine. Apparus à Anyang durant le règne de Wuding, ils ont sans doute représenté pour les Shang un avantage décisif sur le champ de bataille. Imaginez que vous voyez pour la première fois un char tiré par des chevaux vous foncer droit dessus. C'était un véhicule très imposant qui devait donner un avantage aux Shang en impressionnant l'ennemi. Le char Shang était en quelque sorte la Rolls de l'époque. C'était vraiment un signe extérieur de richesse. Imaginez Fu Hao debout sur son char, paré de son armure, avec sa hache Yue symbolisant son rang. Elle devait avoir une de ses allures. Le savoir-faire technique des Shang s'exerçait dans bien d'autres domaines que la fabrication du bronze. Mais curieusement, aucun char antérieur au règne de Wuding n'a été retrouvé en Chine. Alors, d'où venait-il? Rowan Flad, de l'université de Harvard, s'interroge d'abord sur la provenance des chevaux. Les chevaux ont d'abord été domestiqués dans la steppe eurasiatique occidentale, donc très loin à l'ouest d'Anyang, dans cette direction-là. Peut-être en Ukraine ou dans des régions un peu plus à l'est. Donc, les chevaux domestiques ont pu être introduits dans la région d'Anyang par ce corridor qu'on appelle la route de la soie du Nord. Les Shang ont donc peut-être utilisé leur route commerciale pour amener des chevaux venus de l'Ouest. Et il semble qu'ils auraient découvert le char par la même occasion. Pour moi, les chars sont arrivés sans aucun doute par la partie occidentale des steppes eurasiatiques. Est-ce qu'ils venaient de la province du Kansu comme les chevaux domestiques? À moins qu'ils ne soient venus par les steppes mongoles. Ce sont les différentes routes par lesquelles les chars ont pu être essayés, puis adoptés. Les Shang possédaient déjà des voitures munies de roues. Mais de toute évidence, la conception des chars a nécessité de l'ingéniosité et le partage de savoir-faire. Les chars sont technologiquement parlant assez sophistiqués. Ils témoignent d'un travail élaboré du bois et leurs roues à rayons représentent un vrai progrès technique. Je pense que ces prouesses techniques auraient été difficiles à réaliser sans aide extérieure. Les habitants de la région d'Anyang ont dû être stimulés par leurs relations avec les peuples qui utilisaient les chars dans d'autres régions. Wuding régnait sur une dynastie très innovante. Les Shang étaient en avance, tant pour la fabrication des chars que des objets en bronze. Décembre 2000. 24 ans après la découverte du magnifique tombeau intact de Fu Hao, une autre sépulture est mise au jour dans les environs, révélant elle aussi une histoire passionnante. D'emblée, cette tombe, appelée M54, est tout à fait extraordinaire. Alors que les restes de Fu Hao n'ont pas été retrouvés, ce tombeau renferme parmi toutes ses richesses le plus grand des trésors, le squelette de son occupant. Il s'agit d'une trouvaille bien rare. Le squelette est souvent broyé quand le cercueil se désintègre. L'archéologue He Yuling dirige les fouilles. À l'époque, j'ai su que j'étais en train de vivre un grand moment. Les trouvailles se multiplient. La présence de fragments d'or suggère que le cercueil était peut-être décoré de feuilles d'or à l'origine, alors que le métal est rare dans les tombeaux Shang. Quelqu'un a fait une autre découverte fascinante.
une petite main en bronze. Elle a été trouvée à côté de la partie inférieure de la jambe de l'occupant, à côté de la jambe gauche. C'est là qu'on l'a trouvée. Comme Phu Hao, l'occupant de cette tombe a été inhumé avec de nombreuses armes en bronze. Certaines sont ornées des têtes d'animaux typiques du Grand Nord. D'autres portent un nom. Ya Chang. Les premières traces de la famille Chang ont été observées sur des os oraculaires et on en retrouve jusqu'à la dynastie Zhou à l'ouest. Ces découvertes montrent qu'il s'agit d'une famille très importante. Ya Chang a vécu sous le règne du fils de Wuding. Comme Phu Hao, c'était un guerrier et non des moindres. Vous avez ici la plupart des os. Les archéologues Jing Ji-chun et James Burton tentent d'élucider les circonstances de sa mort. Curieusement, la dépouille de Ya Chang était entourée de grains de poivre, dont certains sont enfoncés dans les os. En y regardant de plus près, les deux scientifiques découvrent que les os sont couverts de lésions. Cette côte présente une coupure. Il y en a une qui est très visible ici. Et elles apparaissent toutes sur le côté gauche. Donc apparemment, il a été attaqué par la gauche. On se demande ce qu'il faisait avec le bras droit. Oui, c'est ça. La fêlure profonde du fémur de Ya Chang témoigne d'une autre blessure grave. Mais les deux archéologues trouvent la trace d'une lésion plus importante encore que toutes les autres. L'os de sa hanche porte la marque d'un coup très violent, provenant sans doute d'une hache d'arme. On pense que l'infection de la plaie lui a été fatale. Ces blessures sont sans doute celles qui ont causé sa mort. Il était donc sûrement en plein combat quand on l'a frappé. Tout à fait. Les grains de poivre présents autour de la plaie indiquent que les Shang avaient de bonnes connaissances médicales. Les propriétés antibactériennes du poivre ont sans doute été utilisées pour empêcher l'infection de se propager. Comme Phu Hao, Ya Chang a été inhumé avec des victimes sacrifiées. 9 d'entre elles seraient des prisonniers de guerre, a priori issus des régions voisines. Les 6 autres étaient des serviteurs de Ya Chang. Les scientifiques sont impatients d'en examiner les restes. Pour la première fois, ils vont pouvoir établir les origines ethniques des Shang. La minuscule tête d'argile aux traits mongols trouvée à Anyang semble indiquer que les ancêtres de Phu Hao et de Wuding étaient originaires des steppes de Mongolie. La dentition de Ya Chang et des victimes sacrifiées vont peut-être fournir des éléments concrets, puisque nos dents portent la trace des minéraux du sol de notre région d'origine. La composition chimique des os change. Ils se modifient en fonction du régime alimentaire, ils grandissent, ce qui n'est pas le cas des dents. Les éléments chimiques de l'environnement de notre enfance restent présents dans nos dents à vie. Cette signature chimique est le rapport entre 2 isotopes de l'élément strontium, un métal terreux. Présent dans la roche, il s'infiltre dans le sol sous l'effet des intempéries. Il remonte ensuite la chaîne alimentaire, passant des plantes aux animaux, puis aux hommes, s'insinuant dans les os et les dents. C'est ici, à l'Université de Caroline du Nord, que les archéologues envoient les échantillons à analyser. Une minuscule pellicule d'émail est retirée d'une dent. L'analyse se fait au moyen d'un spectromètre de masse, une machine ultra sophistiquée.
L'appareil mesure les différences infimes existant entre les ratios, mesurés en général jusqu'à la 5e décimale. Les informations tirées peuvent apporter beaucoup aux archéologues. Les résultats révèlent une information surprenante. Les premières données nous ont appris le contraire de ce qu'on attendait. Voici le résultat de l'analyse du strontium. Jing a tiré un graphique à partir des données obtenues. La zone horizontale striée de traits rouges représente le signal du strontium local. Les barres bleues sont les personnes victimes de sacrifices rituels. Les analyses les classent parmi les personnes originaires de la région. La science vient donc infirmer toutes les hypothèses existantes. Ces victimes n'étaient pas des prisonniers de guerre comme tout le monde le pensait, mais des habitants de la région. C'est tout à fait fascinant parce que ça va à l'encontre de l'hypothèse classique selon laquelle les victimes de sacrifices rituels sont des prisonniers de guerre. Quant aux serviteurs sacrifiés employés au service de l'occupant de la tombe, on pensait qu'ils étaient nés dans la région. Mais là encore, les résultats ont de quoi surprendre. Les barres jaunes représentent les serviteurs. Or, elles dépassent largement la zone de strontium correspondant à la région. Ce sont donc eux, les étrangers. Ils sont sans doute nés ailleurs. Les résultats sont très dispersés, ce qui suggère que les serviteurs de Yatchang venaient des 4 coins de la Chine. 3 sur 6 venaient sans doute du nord. Quant à Yatchang, c'était un étranger lui aussi. Le signal de strontium de ses dents est le plus fort de tous. Curieusement, Yatchang n'a pas la même origine que tous ses serviteurs. C'était une grande surprise quand Jing nous a appris que le signal de Yatchang était le plus éloigné de tous de la zone de strontium locale. Ma première réaction a été de dire « c'est presque trop beau !» Les archéologues veulent en savoir plus. S'il n'était pas d'Anyang, d'où Yatchang pouvait-il bien venir? Les armes à tête d'animaux pouvaient laisser croire qu'il était originaire de Mongolie ou même de Sibérie. Pour tenter de résoudre ce mystère, on analyse des isotopes d'oxygène présents dans son émail dentaire. L'eau est constituée d'hydrogène et d'atomes d'oxygène lourds et légers. À mesure que la pluie se déplace des côtes vers l'intérieur des terres, l'oxygène lourd tombe de l'atmosphère et l'eau s'allège. De tous les échantillons dentaires qu'on a mesurés, le sien est celui dont l'oxygène est le plus lourd, ce qui indiquerait qu'il habitait plus près de la mer, donc peut-être dans le sud-est. Yatchang était donc un homme du sud. Les scientifiques n'ont pas encore trouvé le lieu exact de sa naissance, mais il semblerait qu'il soit situé près de la ville chinoise de Qinyang, à plus de 400 km de là. C'est une vraie révélation. Anyang était donc une ville cosmopolite. Des étrangers importants comme Yatchang trouvaient dans la capitale Shang une ville d'accueil. Le professeur Jing Jichun a consacré la plus grande partie de sa carrière à étudier la dernière grande capitale des Shang et les circonstances dans lesquelles Wuding l'a fondée. Ses recherches l'ont conduit à une nouvelle hypothèse fascinante sur la cité. En creusant le sol, des scientifiques ont pu établir les frontières extérieures de la cité de l'âge du bronze qui s'élevait ici il y a 3000 ans. Jing et son équipe prélèvent des carottes à la recherche de terre damée. Si on la laisse sécher pendant une demi-heure, elle devient dure comme de la brique. On peut vraiment la casser.
Une terre très compacte témoigne de la présence de fondations de temples, de palais et même de tombes. Avec une surface de 30 km², Anyang était l'une des plus grandes villes de l'âge du bronze. Mais la ville n'était pas la première capitale des Shang. En 1999, l'équipe a mis au jour une autre ville, capitale antérieure des Shang, située de l'autre côté du fleuve. Tout à coup, il y a eu cette autre ville. Donc évidemment, il y avait beaucoup de frustration qui s'exprimait de diverses façons. Certains ont même mis en doute l'authenticité de cette découverte. Jing a baptisé cette ville disparue Wanbei. Il faudra extraire 1 millier de carottes du sol avant que le plan de la cité se dessine. De forme classique, elle était rectangulaire, entourée de remparts et s'étendait sur 5 km². Au centre s'élevait un palais carré et un complexe de temples. Lorsque l'équipe atteint les fondations de la ville, elle fait une découverte fascinante. Une couche de terre brûlée rouge. Un fait très intéressant, c'est que tous les bâtiments à l'intérieur de la cité sont couverts d'une couche de terre brûlée. Ce qui semble indiquer que la ville tout entière a été brûlée au cours d'un seul incendie. Chose étonnante, en examinant les carottes, l'équipe n'a retrouvé aucune trace de vie humaine. Jing en déduit que l'incendie était volontaire. Ceux qui ont construit cette ville ont décidé pour une raison ou pour une autre de s'installer ailleurs. Ils ont allumé un incendie parce qu'ils ne voulaient rien laisser. C'est une histoire passionnante. Wuding a emmené son peuple au sud, de l'autre côté du fleuve, où il a fait bâtir une nouvelle capitale. La ville dans laquelle il a vécu avec Fu Hao était unique. Elle ne ressemblait en rien aux cités chinoises antiques qui ont précédé ou suivi Anyang. Wuding a érigé une capitale à l'architecture originale, dépourvue d'enceintes, moins rectiligne et plus organique. Les ossements et dents retrouvés, à l'instar de l'exemple de Yatchang, montrent que la population était composée de groupes ethniques divers. Jing en déduit que Wuding était un visionnaire qui a créé une ville riche et cosmopolite, grouillant d'activités. Mais selon lui, plus de 30 ans après la mort du souverain, Anyang s'était radicalement transformée. La ville avait perdu de sa diversité culturelle et commençait à décliner. Saisissant cette opportunité, les Zhou, venus de l'ouest, voisins et adversaires des Shang, se sont emparés d'Anyang. Ils ont progressé vers l'est pour prendre le contrôle de la Chine centrale. Le règne des Shang, qui avait duré plus de 500 ans, s'est alors achevé. Cette grande dynastie aura élaboré la première écriture chinoise connue de la Chine de l'Est, développé le concept du char de guerre, et porté l'art du bronze à son apogée. L'un des personnages clés de cette civilisation a été la reine guerrière Fu Hao. Un travail de recherche archéologique minutieux a révélé en elle l'une des femmes les plus fascinantes du monde antique. Et son époux, le roi Wuding, apparaît comme l'une des figures les plus novatrices de l'histoire sur le plan culturel.